Tout commence avec le phylloxéra en 1860. Un petit insecte sauvage, un puceron importé des États-Unis, va sécher les vignes françaises et provoquer une des crises les plus importantes de la viticulture. Cette maladie incite toute une génération de vignerons français à quitter leurs terres dans des navires de fortune pour aller replanter leurs pieds de vigne au flanc de la cordillère dans le sud de l'Amérique latine. C'est cette génération de déracinés qui m'intéresse. Fin 19e siècle, ce sont des œnologues et des maîtres de chais qui s'installent au Chili, à Santiago, au Valle Central. Ils vont recréer une petite France à l'étranger, à 12 000 km de distance. Ils font revivre une France qui n'existe plus, loin des bouleversements politiques, pleine de mythologie, qu'ils déguisent comme une princesse viennoise. Ils se marient entre Français. Des enfants français deviennent franco-maniaques, mangent à la française, si bien qu'en août 1914, lorsque la nouvelle de la Première Guerre mondiale arrive jusqu'au Chili, ces enfants de vignerons partis et exilés sont convaincus qu'il faut traverser l'Atlantique à leur tour pour aller combattre et servir leur pays. Ils seront près de 3000 hommes à partir dans des navires en fer depuis Valparaíso pour aller se déchirer au sein d'un continent que leurs parents ont autrefois quitté sans retour. Ceux qui ont survécu à la boucherie de cette guerre reviennent à Santiago. Dans les années 20, une nouvelle génération apparaît, mais elle grandit à l'ombre de cette victoire, au point que, lorsque la nouvelle de la Deuxième Guerre mondiale arrive jusqu'au Chili, ces enfants de franco-chiliens sont à leur tour convaincus qu'ils doivent partir dans les combats et faire de nouveau la traversée de l'Atlantique. Peu de gens rendent hommage à ces franco-latino-américains qui ont contribué aux victoires nationales. Encore une fois, ceux qui survécurent à cette folie reviennent au Chili. La génération suivante, née dans les années 50, est marquée par la guerre froide. Inspirés par des idées socialistes, des idées marxistes, ils sont souvent les premiers à soutenir un jeune candidat socialiste, Salvador Allende. En 1970, Salvador Allende est élu président de la République. 3 ans plus tard, le 11 septembre 1973, le général Augusto Pinochet bombarde le palais présidentiel, La Moneda. Salvador se suicide après un discours sublime dans les radios nationales et commence alors 30 ans de dictature. Jamais peut-être dans l'histoire de l'Amérique latine la barbarie ne s'est exprimée aussi impunément. On estime autour de 60 000 le nombre de desaparecidos, de persécutés, de torturés, de fusillés en quelques années. Mon père en a fait partie. À 17 ans, il est torturé à la Villa Grimaldi, puis envoyé dans une prison commune et enfin exilé en France. Lorsqu'il arrive à Paris, il rencontrera une belle vénézuélienne qui est ma mère. Ainsi, un siècle après la maladie du phylloxéra, ils ont eu un garçon qui, aujourd'hui, écrit cette histoire. Je voulais tirer de l'oubli l'incroyable histoire des Français au Chili. À l'heure où nous vivons dans un monde et dans une époque de crise migratoire, de grands déplacements humains, de cimetières marins, il m'a semblé qu'il n'était pas si déplacé de faire le récit d'un pont entre deux peuples et d'un dialogue entre deux cultures. Je ne prétends pas ici donner une solution ou avoir une approche philosophique du problème. Je me suis seulement mis le devoir de raconter une fiction en inversant les rôles. J'ai voulu rappeler qu'il n'y a pas si longtemps, les Français ont été des migrants, eux aussi. Ils ont été à la place de ceux qui, aujourd'hui, quittent leur terre dans des caravanes dangereuses, dans des odyssées homériques, dans l'espoir d'une vie meilleure. Peut-être qu'en racontant différemment l'histoire de la migration, on peut créer de nouveaux récits. Et peut-être que ces fictions orphelines, ces architectures chimériques bâties sur l'argile de la réalité peuvent devenir un levier plus puissant et proposer une trajectoire plus profonde. Je ne fais alors qu'exécuter la tâche qu'on demande à un écrivain, celle d'exprimer le monde, au lieu de le copier.